Vendredi 24 octobre 2025. Il est 20h30. Dans la salle d'audience de la cour d'assises de Paris, l'atmosphère est électrique, presque irrespirable. Après 3 semaines de débats intenses, les jurés sont revenus. Dabia Benkovet, 27 ans, se tient debout dans le box vitré, cheveux tirés, visage fermé. Elle fixe le sol. Elle s'apprête à entendre la décision qui scellera son destin pour le reste de sa vie. Le président de la cour d'assises prend la parole. Les mots tombent, comme un coup près. Réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Retenez bien ce terme, incompressible. C'est l'arme nucléaire du code pénal français. Une peine si sévère qu'elle n'avait jusqu'ici été prononcée que 4 fois dans toute l'histoire moderne, et jamais pour une femme seule. Ce verdict historique, la France entière l'attendait. Mais dans la salle, une chaise reste vide, du côté des parties civiles. Celle de Johan Daviette, le père de Lola, le gardien de l'immeuble, le premier à avoir vu les images du rapt. Mort de chagrin en février 2024, il n'est plus là pour voir la justice passer. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement raconter une histoire, nous allons disséquer un dossier judiciaire de 1500 pages. Nous allons analyser la chronologie minute par minute. L'énigme médico-légale des chiffres 1 et 0. Le scandale administratif de l'OQTF non exécuté. Et ce procès de 2025 où la psychiatrie a joué le rôle principal. Pourquoi ce cas est-il unique? Pourquoi Dabia ne sortira-t-elle jamais alors que tant d'autres tueurs retrouvent la liberté? C'est ce que je vous expliquerai à la fin, en faisant le lien avec mon enquête sur les failles de la perpétuité en France. Plongeons dans l'horreur. Le décor du drame est important. La résidence Manin n'est pas un immeuble lambda. C'est un complexe massif, une forteresse de briques blanches, ultra sécurisée avec multiples digicodes et caméras. Une petite ville dans la ville, où vivent des fonctionnaires, des familles tranquilles. Johan Daviette en est le gardien. Il connaît chaque résident, chaque recoin. C'est pour cela que Lola, 12 ans, s'y sentait intouchable. Le vendredi 14 octobre 2022 est une journée d'automne ensoleillée. Lola est scolarisée en 4e au collège Georges Brassens, à quelques minutes à pied. Ce jour-là, elle porte un jean blanc, déchiré au genou, un sweat à capuche rose et une doudoune blanche sans manches. Elle a son sac à dos, elle écoute de la musique, elle a la vie devant elle. 15h17, les serveurs de vidéosurveillance enregistrent l'entrée de Lola dans le hall. Au même instant, une silhouette se glisse derrière elle, avant que la porte ne se referme. Dabia Benkovet, 24 ans, marginale, hébergée par sa sœur au 6e étage. Elle porte un legging gris, des baskets et une veste en polaire. Elle a une allure négligée, mais rien d'alarmant. L'analyse comportementale des images est glaçante. Dabia fait un signe de la main à Lola. L'adolescente s'arrête. Elle semble interloquée. Elle recule d'un pas, mal à l'aise. On voit sur son visage qu'elle ne comprend pas ce qu'on lui veut. Mais Dabia insiste, lui indique l'ascenseur. Lola, polie, est probablement intimidée par cet adulte qu'elle a déjà croisé dans les couloirs, finit par obtempérer. Les portes de l'ascenseur se referment. Dans sa loge, le père de Lola est occupé. Il ne regarde pas l'écran de contrôle, à cette seconde précise. Il se passe exactement 1h30 entre l'entrée de Lola et la ressortie de la suspecte. Que s'est-il passé dans l'appartement de la sœur de Dabia? L'instruction, basée sur les aveux partiels et les preuves matérielles, a reconstitué l'enfer. Dabia contraint Lola à se doucher. C'est un comportement que les experts qualifieront de rituel de purification ou de simple délire maniaque. Puis la violence se déchaîne. Le rapport d'autopsie, réalisé le 15 octobre, est insoutenable de précision. Lola est morte d'une asphyxie cardio-respiratoire majeure, par compression thoracique et obstruction des voies aériennes. Mais le légiste relève aussi des plaies profondes au niveau des cervicales, qui ne sont pas la cause du décès, mais qui témoignent d'une volonté de torture.
Il recèle également des violences sexuelles post-mortem ou périmortem. Et puis, il y a ce détail qui a fait couler tant d'encre. Sous la plante des pieds de l'enfant, l'autopsie révèle 2 inscriptions tracées au feutre rouge, un chiffre 1 sur le pied de gauche, un chiffre 0 sur le pied de droit. Pourquoi? Est-ce un code? Une signature? De la sorcellerie? En garde à vue, Dabia dira tout et son contraire. C'est pour les parents, c'est de la numérologie. Je ne sais pas. Ce mystère restera l'une des grandes zones d'ombre du dossier. « 16h48. Dabia ressort de l'immeuble. Elle a changé de tenue. Elle est seule. Elle tire derrière elle une malle en plastique opaque. Une cantine grise, scellée à la hâte avec du gros scotch marron. À l'intérieur, le corps de Lola, caché sous des linges et des vêtements. La malle est lourde. Dabia peine à la tirer sur le bitume. Ce qui suit défie la raison. Elle ne fuit pas. Elle se promène. Elle s'arrête à la boulangerie rue de Nantes, achète un croissant, papote. Alors que le corps de l'enfant est sur le trottoir, à la vue de tous. Elle interpelle un passant, Ludovic, et lui propose de l'argent pour l'aider à porter la caisse jusqu'à une voiture. Ludovic refuse, trouvant la situation trop bizarre. Elle commande ensuite un VTC via une application. Le chauffeur, Rachid, arrive. Lors de son audition, il racontera aux policiers de la crime cette phrase hallucinante que lui lance Dabia en chargeant le coffre. « Tu t'y connais en vente de reins? J'ai des organes à vendre. » Le chauffeur, terrifié, pense avoir affaire à un trafic d'organes international. Il refuse la course, la débarque et s'enfuit. Finalement, Dabia appelle un ami Uber. Il la conduit en banlieue à Bois-Colombes. Là-bas, elle passe la soirée comme si de rien n'était. Elle boit du café, fume des cigarettes, rit avec des connaissances. Pendant que la malle est toujours là. Vers 22h30, dans un revirement incompréhensible, elle demande à être ramenée au point de départ, rue Manin. 23h, c'est la fin du voyage. Elle abandonne la malle dans la cour intérieure, près des locaux poubelles, cachée sommairement sous une bâche. C'est un sans-abri de 42 ans, habitué des lieux, qui fait la macabre découverte. Il voit le tissu ensanglanté, il comprend. Il hurle. La police arrive à minuit. Dabia Benkovet est identifiée dans la nuit. Elle est arrêtée le samedi matin à 8h, chez sa sœur à Bois-Colombes. Elle n'oppose aucune résistance. Elle est en train de boire un café, mais très vite l'enquête criminelle se double d'un scandale d'État. Née en Algérie en 1998, arrivée légalement en France en 2016 avec un visa étudiant, Dabia a sombré dans la marginalité, ne renouvelant jamais ses papiers. Le 21 août 2022, 2 mois avant le meurtre, elle est contrôlée à l'aéroport d'Orly. La police aux frontières constate l'irrégularité. Le préfet prend une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Alors pourquoi est-elle libre le 14 octobre? C'est là que le système administratif français montre ses limites. Comme Dabia n'a pas de casier judiciaire et ne représente pas à cet instant T une menace terroriste, et surtout parce que les centres de rétention administrative sont saturés, elle n'est pas enfermée. On la laisse repartir avec une simple feuille lui ordonnant de quitter la France sous 30 jours. Une feuille qu'elle ignorera, comme 93% des personnes dans ce cas. Pour les parents de Lola, c'est ce détail qui est insupportable. Si la loi avait été appliquée strictement, leur fille serait vivante. Le séisme est national. Mais pour la famille d'Aviette, c'est la fin du monde. Johan, le père, ne s'en remettra jamais. Lui qui était le gardien, le protecteur de la résidence, culpabilise de n'avoir rien vu, rien pu faire. La famille quitte Paris pour se réfugier dans le Pas-de-Calais, à Fouquereuil, pour tenter de fuir les souvenirs. Mais le chagrin est un poison lent. Johan sombre.
Sa santé se dégrade à une vitesse folle. Le 23 février 2024, il s'effondre, victime d'un malaise cardiaque, foudroyant. Il avait 42 ans. Ses proches le disent, sans détour, il est mort de chagrin. C'est la deuxième victime de Dabia. C'est sans lui que le procès s'ouvrira 1 an et demi plus tard. Octobre 2025. Le procès s'ouvre enfin devant la cour d'assises de Paris. Dabia a changé physiquement. Elle a pris du poids. Son regard est vide, parfois arrogant. Elle se lime les ongles pendant que les témoins pleurent. La stratégie de son avocat, maître Alexandre Silva, est claire. Plaider l'abolition du discernement. Il veut prouver qu'elle était en pleine bouffée délirante, qu'elle a agi sous l'empire de voix. Mais l'accusation sort l'artillerie lourde. Avec l'expert psychiatre le docteur Daniel Zaguri, sa déposition à la barre dure des heures et démonte la défense point par point. Voici ce qu'il déclare. Madame Menkoved ne souffre pas de schizophrénie. Il n'y a pas de rupture avec le réel. Elle souffre d'un haut potentiel psychopathique associé à un narcissisme pathologique. Elle a organisé le crime, nettoyé les preuves, dissimulé le corps. C'est une logique utilitaire, pas un délire. Elle est dangereuse, certes, mais elle est pénalement responsable. Les jurés boivent ses paroles. Ils comprennent qu'ils ne jugent pas une folle, mais une manipulatrice. Ils retiennent toutes les circonstances aggravantes. Meurtre, viol, torture, barbarie, minorité de la victime. Le 24 octobre, le verdict tombe. Perpétuité incompressible. Pour bien comprendre la gravité de cette peine, il faut entrer dans la technique juridique. En France, une perpétuité classique, comme celle de Patrick Henry, permet de demander une libération au bout de 18 ou 22 ans de sûreté. L'incompressibilité, elle impose 30 ans de sûreté minimum. Et même après 30 ans, la libération n'est pas automatique. Elle doit être validée par une commission de magistrats de la Cour de cassation, qui ne l'accorde quasiment jamais. C'est de fait la mort en prison. C'est une exception absolue. Seuls 5 ou 6 criminels en France subissent ce sort. Salah Abdeslam, Baudéa. Pourquoi ? Parce que notre système judiciaire est structurellement conçu pour la réinsertion, même pour les pires tueurs. C'est là que je veux attirer votre attention. Dans mon enquête précédente, j'ai analysé les cas révoltants de ces tueurs condamnés à perpétuité qui sont sortis après 20 ans pour récidiver. Le cas de Lola est l'arbre qui cache la forêt, d'une justice souvent jugée laxiste. Si vous voulez comprendre la réalité brutale du système carcéral français et voir ce qui arrive habituellement aux tueurs, cliquez sur cette vidéo qui s'affiche. Vous allez être choqué par les chiffres. L'affaire Lola est close juridiquement, mais la blessure morale, elle est incompressible. Prenez soin de vous. À la prochaine.